Donc soyez les bienvenus, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à nos invités d'avoir aussi répondu à l'invitation. On s'excuse encore une fois pour le retard. Je vais commencer par présenter nos deux invités. Puis après, je ferai un petit propos liminaire très rapidement. Donc merci à Nasser Aghinif d'avoir répondu à l'invitation. Nasser Aghinif est sociologue et ancienne à l'université de Paris 8, maître de conférence. Professeur puis maître de conférence, c'est ce que j'avais lu dans votre bouquin. A beaucoup travaillé au laboratoire du CADIS et maintenant... non. Bon, on va revoir votre CV alors. C'est vieux? Ah ouais, ça a plus de 10 ans. En tout cas, vous êtes sociologue. Donc merci d'avoir répondu à l'invitation pour parler de questions de discrimination. Marwan Mohamed est sociologue aussi et chercheur au CNRS. Jusque-là, tout va bien? Et a aussi publié une série d'ouvrages. Les ouvrages, malheureusement, de Nasser Aghinif que j'ai sous les mains ne sont plus en vente parce qu'ils ont été épuisés. Et je vous le conseille vivement pour mieux comprendre un peu la pensée de Madame Ghinif. Les féministes et le garçon arabe aux éditions Hop. Si vous voulez le lire, vous écrivez à la maison d'édition qui sera peut-être disponible. Un autre ouvrage qu'elle a sous la direction de Nasser Aghinif, La République mise à nu par son immigration, aux éditions La Fabrique. Et, alors le plus ancien, c'est ça, 2003, et qui est toujours disponible, celui-là. Et si je dis pas de bêtises, c'est Hachette pluriel, Nasser Aghinif, des Beurettes, et c'était un prix Le Monde de la recherche universitaire, c'est ça. Donc voilà, ça c'est pour les ouvrages. Et le dernier en date, où elle participe, c'est tout frais, il est sorti quand? Jeudi dernier, Une histoire d'une république fragile, comment en sommes-nous arrivés là, aux éditions Fayard, 1905-2015, avec une série de chercheurs, une belle brochette de chercheurs et d'universitaires. Voilà pour les ouvrages. Marwan Mohamed, avant d'avoir publié avec Abdelali Hijat, il a publié avec Laurent Muccelli Les blousons noirs et La formation des bandes des jeunes aux éditions PUF. Et il est le co-auteur avec Abdelali Hijat, qui est sociologue aussi, maître de conférence à Nanterre, ce livre Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman, aux éditions La Découverte. Notre partenaire, les Lisières, sont là. Si vous voulez ce bouquin et celui-là, ils sont en vente. N'hésitez pas. Alors pourquoi une conférence sur la question de l'islamophobie? Parce que c'est devenu un sport national. Un sport de haut niveau, pratiqué par nos élites politiques et médiatiques, et pas récemment, ça fait plus de 10 ans que ça dure. Et on va demander à nos deux chercheurs, à nos deux sociologues qui sont là avec nous aujourd'hui, de répondre à une série de questions. Comment l'islamophobie s'est-elle construite? Et de quoi se nourrit-elle? Quelles réponses sont à apporter pour lutter contre ce nouveau racisme, ce racisme anti-arabe qui a muté, selon vos propos? Et que pouvons-nous faire là où nous sommes localement, dans notre ville à Roubaix? Cette conférence arrive après une série de réflexions. Depuis un an, nous réfléchissons à une plateforme de lutte contre les discriminations dans cette ville. Et cette réflexion arrive après les 30 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme que nous avions commémoré il y a déjà 2 ans en organisant une série d'événements, d'émissions radio, de films où on a eu l'honneur de recevoir le réalisateur et Toumi Djadja et puis un acteur, un comique. On a eu beaucoup de monde à cette occasion et on s'est dit, 30 ans après, où en sommes-nous de cette question de lutte contre les discriminations? Est-ce qu'on avait bougé? Est-ce qu'on avait réfléchi? Et on avait eu le plaisir de recevoir, comme je l'appelle, la mémoire vivante de l'histoire de l'immigration et de l'histoire des luttes des populations issues de l'immigration, mon ami Mognis Abdallah, qui travaille beaucoup sur ces questions et qui continue à travailler sur ces questions d'histoire de lutte de la mémoire de l'immigration. Et on en est arrivé à se dire que le racisme était toujours aussi là. Peut-être il était moins violent, parce que fin des années 70, début des années 80, les meurtres racistes, les crimes policiers étaient très nombreux, mais que la discrimination et le racisme liés en particulier à la question de l'origine, qu'elle soit sociale, culturelle ou ethnique, ou supposée, restait d'actualité, que c'était un vrai sujet. Je ne vais pas m'attarder très longtemps. Je vais d'abord laisser la parole, d'abord à Madame Ghinif, et après on
donnera la parole à Marwan. On vous laisse 20 minutes chacun. Et puis après, on essaiera d'avoir un débat avec la salle. Merci. Merci. Merci et bonsoir. Et c'est pas rhétorique de ma part. Merci pour cette invitation. En fait, depuis quelques semaines, il y a une sorte d'effervescence dans les milieux associatifs, militants, qui se fait jour et qui semble vouloir s'emparer d'un espace qui est laissé vide, à la fois par, on pourrait dire, la routine médiatique qui consiste à mettre en circulation des termes sans jamais les définir, à les rendre complètement familiers dans le paysage, à se dispenser de véritablement qualifier les phénomènes et à en fournir des explications qui soient tenables et surtout vraisemblables. Donc on est entre cet espace-là et puis l'espace politique qui semble sombrer. On est dans l'entre-deux tours d'élections, les choses ne vont pas au mieux. Ce qui se dessine est encore plus menaçant que ce que nous avons connu jusqu'à présent. Et c'est donc dans ce contexte complexe, tendu, que le questionnement sur comment en sommes-nous arrivés là commence à émerger, s'intensifie et fait l'objet effectivement d'une volonté de comprendre. Donc j'ai compris votre invitation un peu comme ça, c'est-à-dire essayer d'apporter une contribution pour comprendre à la fois la gravité, mais surtout la complexité, les multiples dynamiques qui sont à l'œuvre dans ce que nous observons aujourd'hui. Alors, cette idée de mettre un point d'interrogation après un racisme respectable est certes louable, mais elle est peut-être un peu superflue. On va peut-être d'emblée considérer que oui, il y a bien un racisme aujourd'hui qui prend une forme à la fois institutionnelle, idéologique, politique et ordinaire, et qui est un racisme que Saïd Ouarmama qualifie de respectable, et que pour ma part je qualifie de vertueux, ce qui nous amène un cran encore plus loin que la respectabilité, puisque ce racisme, d'une certaine manière, est devenu la traduction la plus immédiate, la plus éclatante d'une forme de patriotisme. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de contradiction entre... il y a des téléphones qui paralysent, c'est ça ? Non, il y a des appareils d'enregistrement, nous sommes servis par les appareils d'enregistrement. Mais ils ne sont pas... C'est pas un téléphone, c'est un enregistreur. Donc c'est ce racisme vertueux qui, c'est une proposition que j'avais faite, qu'on peut retrouver dans le livre qui est plus disponible, désolé. Donc sur cette réflexion qui consiste à dire qu'en fait la République a fini par donner lieu à une expression relativement inédite, qui consiste à considérer que l'expression du rejet des nouveaux Français d'ascendance migrante et coloniale, c'est bien ainsi qu'il faut les qualifier, cette expression du rejet qui résulte d'une proximité de plus en plus grande, puisque la raison pour laquelle ils sont objet du racisme, c'est parce que, précisément, ils sont devenus des concurrents directs. C'est parce que ces nouveaux Français d'ascendance migrante et coloniale sont considérés comme des concurrents, parce que de plus en plus ils acquièrent des formes d'égalité qui pendant très longtemps leur ont été déniées, et qu'en général ils les acquièrent de haute lutte, et non pas parce qu'on les leur accorde sans aucune difficulté. C'est donc ce phénomène de rapprochement des dimensions à la fois éducatives, économiques, etc., sociales, géographiques, spatiales. C'est cette forme de convergence des expériences qui fait que ces Français-là sont en but aujourd'hui à ce que beaucoup considèrent comme un racisme vertueux. C'est-à-dire qu'il va de leur sauvegarde, hein, c'est une entreprise de sauvetage de ce qui reste d'une France qui se voit et
qui se pense comme blanche, c'est à travers le sauvetage de cette France-là que doit se faire en quelque sorte la capacité, en quelque sorte, à restaurer ce qu'a été la France par le passé. Donc c'est cette problématique-là d'un racisme vertueux qui se présente effectivement comme un racisme patriotique, un racisme de la défense des valeurs, un racisme de la promotion de toute une série de valeurs qui seront donc la liberté, la laïcité, la liberté d'expression, dont on a entendu parler récemment, l'égalité entre les hommes et les femmes, hein, donc une sorte de féminisme là aussi, ou d'antisexisme, qui en fait s'inscrit résolument dans un patriarcat qui lui est loin d'avoir disparu, et qui a occasionné par exemple l'émergence dans l'espace public à la fois médiatique et politique d'un certain nombre d'acteurs qui sont devenus du jour au lendemain des féministes compulsifs, hein, chevronnés, obsessionnels, et qui, en prenant la défense de certaines femmes, si possible les plus musulmanes, les plus basanées, les plus renvoyées à leur altérité, se présentent sous le jour de défenseurs des droits des femmes, ce qu'ils n'ont jamais été auparavant et que, vraisemblablement, ils ne sont en général pas du tout. Mais c'est devenu un fonds de commerce qui permet précisément l'expression de racisme parfaitement assumé, qui se croit bien intentionné, qui considère qu'en fait il répond à une véritable attente et à de véritables urgences dans la société française. Et c'est donc ce type d'antisexisme que je qualifie de patriarcal qui est aussi un des vecteurs du racisme vertueux. Donc il est, à raison du fait que l'on prétend défendre les femmes les plus opprimées, qui ne sont plus les femmes françaises, mais les femmes d'ascendance migrante et coloniale, eh bien, il devient possible d'exprimer un racisme à l'égard de leurs hommes, de ceux qui les opprimeraient, qui les renverraient à un statut d'objet, de sujet, qui les soumettrait à toute une série de violences et de limitations. Donc toutes ces dimensions, tous ces nouveaux discours publics qui ont cru et qui prospèrent depuis maintenant plus d'une décennie sont des vecteurs de racisme vertueux, et on fait le lit de quelque chose qu'aujourd'hui on parvient enfin à nommer islamophobie. Si pendant très longtemps on tournait autour du pot, on évitait le terme, on se prétendait en quelque sorte bien intentionné, là encore, en ne voulant pas nommer le phénomène tel qu'aujourd'hui il se manifeste de façon régulière, de façon récurrente et ordinaire. Depuis maintenant 2-3 ans, à peine, hein, il devient possible de dire qu'il y a bien un phénomène d'islamophobie en France. D'ailleurs, ça se fait y compris parce qu'il y a une pression d'institutions internationales comme les Nations Unies ou les institutions européennes qui, elles, se sont emparées du terme bien avant qu'ils ne parviennent à se faire une place en France. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas rester prisonnier des termes, qu'ils résultent ou qu'ils aboutissent à des stéréotypes et des préjugés, ou qu'ils aboutissent à nous permettre de déconstruire les phénomènes. L'islamophobie, comme c'est très bien indiqué dans le texte de présentation de notre rencontre ce soir, c'est une reconfiguration de différentes modalités de rejet, de racisme qui existaient déjà auparavant. On peut en citer au moins deux, et on pourrait sans doute compliquer encore la discussion. Il y en a une qui a à voir avec le racisme anti-arabe, qui lui-même est un héritage de l'ordre inégalitaire colonial, c'est-à-dire que le racisme anti-arabe ne date pas des années 60 ou de la période où il y avait une forte population immigrée dans l'économie française. C'est un racisme qui s'inscrit dans une culture coloniale qui est celle de l'infériorisation, de la bestialisation, de l'ensauvagement. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des êtres qui ne sont pas civilisables. Alors, je ne vais pas vous rappeler ce que vous savez, c'est-à-dire que c'était intéressant qu'à la fois on puisse en quelque sorte les mettre au banc de l'humanité et prétendre les coloniser pour justement les civiliser. Hein. C'est un discours qui a constamment été
paradoxal, sur le fond comme sur la forme, et qui a abouti très logiquement d'ailleurs à ce que rien ne soit fait, véritablement, pour faire accéder les populations colonisées à une quelconque forme d'amélioration des conditions d'existence. Ce n'était pas la vocation de la colonisation que en quelque sorte, de bien traiter les colonisés. Donc nous assistons en fait à une persistance, hein, c'est une généalogie très longue, c'est un phénomène qui est installé depuis très longtemps, qui a pu prendre des formes variables au fil des décennies. Hein. Le racisme anti-arabe des années 30 n'est pas celui de l'après-guerre, ça n'est pas celui de la période de la guerre d'Algérie, et ça n'est pas non plus celui que nous connaissons depuis le déclin, en quelque sorte, de la société industrielle. Pour autant, il est bien là, et il a pu prendre des formes qu'il allait d'ailleurs jusque à la pratique ordinaire de meurtres racistes, hein, qu'on a beaucoup connu à partir des années 60. Ça a pu prendre la forme de toute une série de routines administrées dans le cadre des institutions de la société française, hein, de la République, à l'école, dans le logement, dans la santé, au travail, dans la formation, dans l'espace politique. Pour ne prendre que cet exemple-là, il n'est pas très difficile, ou en tout cas on peut facilement argumenter en faveur du fait que lorsque, au lendemain de 1980, la gauche arrive au pouvoir, ou plutôt le Parti socialiste, c'est pas exactement la même chose, la proposition qui avait été faite par le candidat Mitterrand d'accorder le droit de vote aux élections locales aux étrangers en France va être réduite à l'état de projet qui ne sera jamais mis en œuvre, ni au lendemain de la marche de 83, ni lors de la réélection de 88, ni jusqu'à présent. Je veux dire, c'est une sorte de vœu pieux qui n'a pas vocation à se matérialiser et à se concrétiser. Or, comme le note assez bien un certain nombre d'analyses justement de la mythologie républicaine et de son attachement très fort au fait que la citoyenneté doit toujours être articulée avec la nationalité, le fait que des Arabes puissent devenir des citoyens égaux aux autres a toujours été quelque chose qui était proprement insupportable pour certains segments de la société française. Parce que persiste justement cette représentation coloniale de la place des Arabes qui n'ont pas vocation à réaliser l'égalité, à en bénéficier ou simplement à la revendiquer. Donc ce racisme anti-arabe, il a aussi une dimension politique qui continue à s'exprimer et qui a donc, d'une certaine manière, à un moment donné, donc rencontré, bien sûr, le racisme que nous avons connu de façon récurrente, là aussi, le racisme anti-immigration, qui est une autre modalité d'un racisme particulièrement ancré dans la société française, avec ses modalités économiques. Autrement dit, il y a un discours qui se veut rationnel sur les raisons pour lesquelles on ne peut pas accepter les immigrés en France. C'est un discours qui a prévalu à la fin du XIXe siècle, qui a prévalu dans l'entre-deux-guerres, qui a continué à se développer avec à chaque fois des rhétoriques différentes, mais il y a bien un racisme anti-immigration qui est une composante constante du discours de la haine et de la peur en France. Et ces deux racismes se combinent effectivement aujourd'hui pour donner, pour ouvrir l'espace en quelque sorte d'un nouveau racisme anti-musulman qui a pris une forme extrêmement virulente depuis maintenant une quinzaine d'années, même si on peut en voir là aussi les prémices dès les années 80 ou même avant, dans les années 70, sauf que personne ne pensait à qualifier les immigrés de musulmans. Je pense que Marouane y reviendra, parce que c'est un des éléments déclencheurs. Moi, ce qui me semble tout à fait essentiel aujourd'hui de souligner, c'est les usages politiques et idéologiques de l'islamophobie. Une fois que l'on constate que c'est un racisme vertueux, donc c'est un racisme qui a une véritable efficacité politique et une véritable efficacité idéologique, cela nous conduit à faire le constat extrêmement préoccupant qu'il n'a pas de raison de disparaître. Si effectivement il sert une cause nationale, littéralement, hein, s'il sert à magnifier le patriotisme national, s'il est considéré comme étant la traduction d'une forme de loyauté à l'égard de la nation, de ses institutions, de la République,
il devient tout à fait essentiel de parvenir à débusquer tous les espaces dans lesquels il s'installe, il devient disciple, il devient, on peut l'exposer en toute impunité, et c'est seulement à raison ou à la condition d'être capable de faire cela que l'on peut, à un moment donné, enclencher des mécanismes qui vont permettre de le faire refluer. Mais tant qu'on ne prend pas la mesure du phénomène, tant que l'on ne prend pas la mesure des mécanismes, des ressorts qui lui permettent de s'installer durablement, on est en quelque sorte réduit à l'impuissance face à cela. Donc les différents espaces dans lesquels l'islamophobie ou le racisme anti-musulman aujourd'hui se déploient sont des espaces qui sont extrêmement variables. Alors il y a des espaces qui sont eux aussi hérités d'une longue histoire, qui sont les autres formes de racisme exprimées dans le contexte français. Alors je prendrai un exemple qui est tout à fait symptomatique parce qu'il est central, de mon point de vue, dans l'analyse et dans la déconstruction qu'il faut parvenir à faire de l'islamophobie, c'est l'antisémitisme. Mais quelle est la relation aujourd'hui que l'on peut faire entre l'antisémitisme et l'islamophobie, le racisme anti-musulman? C'est que l'un est en fait l'envers de l'autre. Alors, de différentes manières. D'une part parce que, en raison à la fois de la responsabilité historique, politique, mais aussi des transformations durables qu'ont connues les relations entre les États européens et les Juifs, la création de l'État d'Israël, toute une série de phénomènes, et surtout en fait l'espèce d'effondrement du prestige européen au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui fait apparaître l'Europe comme étant le lieu du génocide et le lieu de sa systématisation. Donc face à ce moment historique dont on n'a pas encore épuisé complètement les conséquences, et dont on est loin d'avoir mis en évidence toutes les implications, eh bien, il devient de plus en plus difficile, et notamment dans le contexte français, qui est à la fois celui de l'entreprise génocidaire, mais aussi de la collaboration avec le nazisme. Il devient difficile en quelque sorte, il y a une forme de prescription qui monte en puissance, qui est celle de l'interdiction de l'expression de l'antisémitisme. Avec donc une logique tout à fait, dont on comprend très bien qu'elle s'impose, qui est une logique de la criminalisation, de la réprobation publique, de la stigmatisation de celles et ceux qui expriment des propos ou qui légitiment des formes d'antisémitisme, quelles qu'elles soient. L'antisémitisme est considéré comme étant banni, en quelque sorte, de l'espace de la légitimité. Donc s'il devient illégitime d'exprimer un quelconque antisémitisme, même si cela continue d'une certaine manière, l'islamophobie constitue en quelque sorte une alternative qui, elle, est parfaitement viable. Et cet espace-là est du coup investi par celles et ceux qui, ne pouvant plus exprimer leur antisémitisme, sont parfaitement acceptés dans l'expression, y compris la plus virulente, de leur islamophobie. Donc je pense que c'est important de mettre en parallèle ces deux phénomènes, de montrer en quoi est-ce qu'ils sont consubstantiels l'un à l'autre, et d'une certaine manière comment est-ce qu'ils sont devenus nécessaires l'un à l'autre, c'est-à-dire que plus l'espace de l'antisémitisme se referme et fait l'objet d'une forme de proscription, c'est-à-dire qu'il y a un véritable interdit qui pèse sur l'expression de l'antisémitisme, plus l'espace de l'islamophobie s'ouvre et se déploie dans des formes de plus en plus débridées. Alors ça permet deux choses de faire ça. D'une part, ça permet d'aller à l'encontre de cette idée que les musulmans sont tous antisémites. C'est quand même la grande nouvelle, n'est-ce pas, dans l'ordre des caricatures et des stéréotypes qui sont largement diffusés. Il n'y aurait plus d'antisémitisme que dans les banlieues, que parmi la dite communauté musulmane qui par ailleurs n'existe pas, dont on a bien du mal à définir les contours, et parmi, en élargissant le spectre, parmi les Arabes. Donc les Arabes et les musulmans seraient les seuls antisémites, avec d'ailleurs une tendance à joindre et à élargir le cercle de l'antisémitisme au noir. Je rappelle qu'il y a eu un certain nombre de phénomènes
récents qui ont contribué à entretenir cette idée que voilà, c'est dans cet espace-là que l'antisémitisme se joue. Donc, contrecarrer cette représentation qui est largement diffusée et répandue, ça consiste précisément à mettre en évidence le fait que ce sont les mêmes qui sont et antisémites et islamophobes. Donc il y a bien effectivement une extension conjointe et une installation conjointe dans ces deux formes de haine et d'expression de la haine. Et la deuxième chose que cela permet, et ça ne me semble pas du tout être accessoire, c'est que ça permet de déjouer le risque qui aujourd'hui est tout à fait majeur et central, qui consiste à entretenir une forme de concurrence. On a parlé de la concurrence des victimes, de la concurrence des mémoires, mais de concurrence entre des citoyens qui sont renvoyés pour les uns à leur judéité et pour les autres à leur islamité. Ce serait donc pour ces raisons-là qu'en fait ils ne pourraient jamais s'entendre, qu'ils seraient constamment voués à être plus qu'en concurrence, dans une forme de guerre ouverte, et que d'une certaine manière l'islamophobie ne serait que l'expression, la conséquence de cette tendance qu'ont les musulmans à s'en prendre aux juifs. Donc je crois que nous sommes à un moment donné où il faut absolument parvenir à déjouer les effets tout à fait pervers et pernicieux de cette rhétorique qui peut aller d'ailleurs jusqu'à expliquer, il y a eu des débats qui en ont fait état, ou des déclarations publiques, donc il y aurait une importation en France du conflit israélo-palestinien et que cela contribue à aggraver l'islamophobie, puisque en fait la position des Arabes est une position intenable et qu'on peut même dénier d'ailleurs l'expérience d'étant un peuple en situation d'être agressé, d'être opprimé, voire même d'être un laboratoire de la destruction systématique. Tous ces éléments-là, qui sont traités sur le mode de l'artifice, peuvent et doivent être déjoués justement en essayant de déconstruire les mécanismes similaires par lesquels l'antisémitisme et l'islamophobie sont à la fois présents et se développent mutuellement. Donc cette logique de l'alternance, ou de l'alternative possible, tout à fait centrale. Autre point sur lequel je souhaite insister, c'est comment parvenir à déposséder, ou en tout cas déjouer, et là aussi mettre à découvert, la stratégie de l'antisexisme, que j'évoquais tout à l'heure, patriarcal, qui vole au secours, en quelque sorte, des femmes, et qui, à raison même de cette prétention à les sauver, y compris contre leur volonté d'ailleurs, et contre contre leur volonté, mais quand même elles ne le sauraient pas, parce qu'elles sont aliénées. Comment parvenir à déjouer cette rhétorique publique en insistant sur la dimension proprement raciste et xénophobe et islamophobe de ce type de discours. Alors nous sommes là dans un moment un peu particulier, puisqu'on pourrait dire que finalement l'enjeu face auquel nous nous trouvons depuis janvier dernier est moins un enjeu qui renvoie aux questions de sexisme et de racisme combinés qu'à l'enjeu de la promotion de la liberté d'expression. Or, je rappelle qu'un des arguments qui est souvent avancé dans ces croisades antisexistes patriarcales, qui se donnent un air particulièrement généreux et civilisateur, c'est que précisément les femmes dites musulmanes ne seraient pas capables, ne seraient pas autorisées à s'exprimer. C'est-à-dire qu'elles se voient refuser toute forme de liberté d'expression. D'ailleurs, ça va jusqu'à se demander si, en général, elles seraient capables d'en faire usage si on la leur accordait. Toute la question étant, sont-elles aliénées ou ne le sont-elles pas? Donc, je ne crois pas qu'on soit sorti. Je ne crois pas qu'on soit sorti de cette séquence-là. Ce n'est pas parce que ça ajoute à la question des différentes formes de haine qui continuent à travailler en profondeur la société française. Ce n'est pas parce que ça n'est pas particulièrement rappelé récemment à cette question d'antisémitisme d'époque que pour autant elle disparaîtrait. Il me semble qu'on est dans une reconfiguration, dans une sorte
d'expansion du domaine de la rhétorique islamophobe, qui en fait vient combiner différents aspects où s'agrège à la fois cette idée que l'antisexisme continue à être une cause tout à fait centrale à mettre en œuvre. Et là, on retrouve pas seulement ceux et celles qui se prétendent être des progressistes de gauche. On pourra revenir d'ailleurs sur la question de la gauche. J'essaierai de conclure rapidement là-dessus. Mais aussi parce que il y a effectivement un risque qui serait celui de voir la liberté d'expression être ôtée à celles qui sont les plus opprimées. Je rappelle d'ailleurs que lorsque la discussion s'est développée au lendemain des attaques contre Charlie Hebdo, la liberté d'expression portait essentiellement sur la possibilité à la fois d'être blasphématoire, c'est-à-dire d'attaquer sans aucune distinction toutes les religions, mais aussi de le faire en mobilisant tout un argumentaire qui se veut en faveur des femmes, hein, c'est-à-dire notamment la liberté sexuelle, la capacité à exprimer pleinement l'ensemble des libertés que l'on souhaite assumer. Il y avait une connotation très forte du côté de la sexualisation et du côté de la racialisation, en quelque sorte, et d'une religion et de ses fidèles. Donc ça, c'est une dimension qui me semble devoir être gardée à l'esprit, parce que ce n'est pas parce qu'en ce moment tout le monde veut parler de liberté d'expression que pour autant ça n'est pas teinté justement d'une dimension qui se veut antisexiste, féministe, progressiste, en faveur des femmes. Et puis parce que, après tout, ce sont des séquences qui ont été récurrentes, et il ne serait pas très étonnant que dans quelques mois, de nouveau, il y ait matière à débattre de la question de la liberté des femmes. Je rappelle qu'il y a encore 2 semaines, la secrétaire d'État aux droits des femmes a décidé qu'il serait judicieux de réfléchir à l'application de la laïcité dans l'espace universitaire, et elle s'est prononcée comme étant défavorable à la présence de filles voilées dans les cours à l'université. Donc on voit bien comment est-ce qu'il y a une espèce de résurgence, de récurrence de ce discours-là. Donc nous sommes face à une nécessité en quelque sorte d'exercer une forme de vigilance, de développer notre capacité à repérer tous les espaces dans lesquels un discours islamophobe, sous couvert de féminisme, sous couvert de progressisme, sous couvert de défense des valeurs telles que la laïcité, s'installe ou de nouveau s'impose dans certains espaces. C'est quelque chose qui est arrivé par le passé et qui risque de se reproduire à mesure que nous avançons. Et pour finir sur l'ensemble de cette réflexion, ce que je voudrais soumettre à la discussion, c'est l'idée que dans la question du repérage des mécanismes de l'islamophobie, du racisme anti-arabe, de ces différentes combinatoires, il y a deux leurres finalement qu'il faudrait parvenir à surmonter. D'une part, il me semble que le discours sur la crise qui viendrait en quelque sorte exacerber les identités, qui renverrait les personnes à des formes d'impuissance telles qu'elles en sont réduites à essayer de se sauver du marasme économique dans lequel elles se trouvent par une sorte de consolation identitaire, hein, donc la France blanche, la sauvegarde de l'identité chrétienne de la France, de ses valeurs, de ce qui en fait une nation singulière parmi toutes les autres sociétés. Tout cela, en fait, aujourd'hui, constitue une sorte de leurre extrêmement dangereux. Et donc, aller à l'encontre du discours qui prétend que c'est parce que nous sommes en crise que cela est devenu possible, c'est un discours à l'encontre duquel il faut aller, parce que d'abord, nous ne sommes pas en crise, nous sommes dans un processus de mutation. Depuis le temps qu'on nous resserre les crises à peu près tous les 5 ans, il serait peut-être temps de prendre conscience du fait que les transformations structurelles sont à l'œuvre et qu'elles sont de bien plus grande amplitude que celles que l'on prétend décrire au jour le jour à travers le mot de crise. Donc ça ne peut pas être en
quelque sorte une explication plausible à ce que nous traversons et à ce qui s'installe durablement dans la société française, d'une part. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui doit faire partie de la discussion et qui doit être systématiquement renvoyé en quelque sorte à son insignifiance. Et puis d'autre part, je pense qu'il y a une autre dimension qui a à voir avec savoir où se tiennent les résistances les plus fortes à la dénonciation et à la lutte contre le racisme, l'islamophobie et les discriminations qui en découlent. Et il me semble que si nous pouvons assez clairement identifier les ennemis politiques et ceux qui font prospérer ce discours-là, à la fois à droite et à l'extrême droite, il nous reste encore beaucoup à faire avec ce qui se joue à gauche. Et notamment dans les rangs, pas seulement socialistes, à supposer que les socialistes soient à gauche, ce dont je doute fortement, mais y compris encore plus à gauche que le Parti socialiste. Je crois que là aussi, il y a un travail collectif, qui n'est pas seulement un travail des sciences sociales, de la mise en évidence des mécanismes par lesquels la gauche a laissé prospérer et a été un terrain qui a aussi contribué à faire prospérer non seulement le racisme, mais les discriminations qui se sont développées dans le contexte de ce racisme à la fois structurel et institutionnel. Alors à la fois la gauche tolère, mais la gauche a laissé faire, certes, mais est devenue aussi un principe actif dans la diffusion, notamment, du racisme anti-arabe et de l'islamophobie. Donc il me semble que c'est absolument essentiel aujourd'hui de parvenir à débusquer ces mécanismes-là au sein même de celles et ceux qui se considèrent comme étant les forces progressistes, dans la mesure où, en fait, ils n'ont pas su, où ils n'ont pas voulu, où ils sont en difficulté, ils se sentent démunis ou impuissants face à la nécessité de mettre en évidence ces mécanismes-là et face à la nécessité de lutter, y compris au sein des institutions et des organisations dans lesquelles ils se trouvent, contre ce qui se joue aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci, Mme Guenif. Je vais passer tout de suite la parole à Marwan, sans plus tarder, 20 minutes maximum. Merci bien. Je voudrais vous demander de m'excuser pour mon retard. Ce n'est pas un retard de train, mais c'est la transition entre le train et ici qui a été un petit peu compliquée. Je voudrais vous remercier également pour l'invitation et à vous, le public, d'être présent. Ça fait quand même du bien de pouvoir participer à ce type de rencontres citoyennes avec la possibilité d'échanger sur un phénomène tel que celui-là. C'est pas évident. Il n'y a pas tant de rencontres que ça, ouvertes assez largement sur ces questions-là. Donc c'est bien, vraiment je vous en félicite. C'est la première des choses que je voulais dire. La deuxième, c'est que c'est toujours compliqué de passer après Nassir Haghani. Je vais faire au mieux, mais je vais en tout cas essayer de compléter, peut-être d'élargir le spectre à ce qui n'a pas été dit. Et je te remercie de ne pas avoir parlé de tout, vraiment. C'est très sympa. Ce que je voudrais dire avant tout, c'est peut-être revenir, parce que ça me semble quand même nécessaire. Tu as raison, Nassira, tout à l'heure, quand tu dis qu'il ne faut pas non plus se faire piéger par le mot et le débat sur le mot, islamophobie. Mais à partir du moment où on l'affiche, on se positionne et que c'est un mot qui fait débat, je pense que ça nécessite quand même de clarifier un peu les choses par rapport à ce terme-là. Et je dis ça parce que, au fond, tout le débat suscité par le mot islamophobie est révélateur d'un climat politique en tant que tel. Il n'y a pas de mot qui sert à désigner une forme de racisme tel que ce mot-là, qui suscite autant de résistance. Il n'y a pas d'autre mot. Et qui suscite autant de critiques, autant de résistance, autant de volonté de déni, de bannissement du vocabulaire commun et du débat public. Et cette volonté de bannissement est en soi un sujet politique et un mode d'entrée, un angle qui nous permet de comprendre ce qui se passe de manière un peu plus large. Je vous dis ça parce qu'au fond, reconnaître, nommer une réalité, c'est la reconnaître. C'est reconnaître un phénomène. Nier un mot qui sert à désigner une réalité,
ça participe du bannissement et du fait de rendre invisible cette réalité-là. C'est un point qui est central. C'est pas un débat sémantique, le débat sur l'islamophobie. C'est un débat politique. C'est un enjeu politique, c'est pas qu'un enjeu étymologique. Alors pour ça, je vais reprendre tous les arguments qui sont avancés très rapidement pour bannir ce terme-là. L'argument principal, c'est que l'islamophobie, ce terme-là, participerait ou risquerait de limiter la liberté d'expression. On en parlait tout à l'heure. Au fond, on ne pourrait pas faire la distinction entre la critique légitime des religions, des dogmes, de ces institutions, etc., et le rejet, les discriminations, les discours de haine, etc. C'est une vraie critique, c'est une vraie remarque, mais qui ne porte pas sur le mot islamophobie, mais sur certains de ses usages. Pour faire un parallèle qui va vous sembler peut-être parlant, Jean-Luc Mélenchon a fait condamner des leaders de droite, notamment Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet. Pourquoi? Pour diffamation. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont accusé Jean-Luc Mélenchon de participer à la montée de l'antisémitisme en France. Pourquoi? Parce que Jean-Luc Mélenchon, ou d'autres, il y a eu Edgar Morin qui a été accusé de choses comme ça, et d'autres, parce qu'il dénonce les conditions de vie et le sort fait au peuple palestinien, le déni de droit, etc. Donc il a été accusé d'antisémitisme, parce qu'au fond, difficile, derrière son antisionisme, il y a de l'antisémitisme. Est-ce que c'est le mot antisémitisme qui pose problème? Non. Est-ce qu'il faut le bannir? Non, et bien heureusement. C'est l'usage de ce mot-là qui pose problème et qu'il faut dénoncer. Comment il faut le dénoncer? Il faut le critiquer, il faut faire usage de la raison et de sa liberté d'expression pour cette volonté de critique. Je veux dire, cette approche-là que dénonce, c'est assez frappant, mais Jean-Luc Mélenchon, notamment le parti de gauche, s'est félicité de la condamnation pénale de ces leaders de droite, et le porte-parole du parti de gauche refuse de parler d'islamophobie et d'utiliser le mot islamophobie. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de confusion avec la liberté d'expression. C'est ce type de raisonnement, qui envoie des signaux extrêmement négatifs dans la population et qui crée de l'ambiguïté autour de cette réalité-là. Ce que je veux dire par là, c'est que le mot islamophobie, il est loin d'être parfait. Mais tous les mots qui servent à désigner des formes de rejet sont tous imparfaits. Ils sont tous critiquables. On peut tous les déconstruire et on va leur trouver des défauts. Est-ce que c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en servir? Non, il faut définir. Et voilà comment est-ce qu'on a défini le terme islamophobie, voilà comment le monde académique un peu sérieux définit le terme islamophobie, comme un processus, j'en ai parlé tout à l'heure, d'altérisation, de racialisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire de réduire l'agir social, de réduire l'action sociale des musulmans, réels ou présumés. Parce que l'islamophobie ne touche pas que des musulmans qui s'affirment comme musulmans. L'islamophobie aujourd'hui touche beaucoup d'arabatés, par exemple. Et ne voyez pas de jeu de mots, hein, dans arabaté. Pas dans le cliché. Et donc, on est dans quelque chose qui est intéressant. Donc, racialisation, c'est de réduire l'agir social à un agir religieux, à un carburant religieux, qui serait le déterminant ultime des comportements, des modes de pensée, etc. Ça veut dire quoi, ça? C'est le même processus pour tous les racismes. C'est le même processus pour l'antisémitisme, pour la négrophobie, pour le racisme anti-arabe ou autre. On est dans le même processus de racialisation. Au fond, l'autre n'est que cela. C'est Sartre qui disait c'est l'antisémite qui fait le juif. On peut, par analogie, dire c'est l'islamophobe qui fait le musulman aujourd'hui, en termes de catégorie générique. Bon. Ça, c'est le premier. C'est la définition. Ça veut dire quoi? Cette définition-là, ça veut dire qu'au fond, un musulman n'est plus un homme pluriel ou une femme plurielle, il n'est que musulman. Ça veut dire quoi d'autre? Ça veut dire que les musulmans, comme groupe social,
ne sont pas traversés par des clivages, des oppositions, une pluralité, une diversité. On a une communauté musulmane qui sociologiquement n'existe pas. Mais aujourd'hui, on parle de l'islam comme si c'était d'une personne d'accord. L'islam pose problème. Quelle est son adresse? On aille le voir, on discute avec lui. Ce monsieur islam. La communauté musulmane dit, pense, fait, risque, menace, etc., etc., etc. Ce sont des processus qu'on connaît très bien, mais qui là se déploient sans frein, sans limitation de vitesse. Deuxième argument opposé au mot, c'est le fait que finalement le suffixe phobie n'est pas très clair. Au fond, une phobie, c'est une peur irraisonnée. Et c'est vrai. Comment est-ce qu'on peut condamner la peur? On a le droit d'avoir peur, c'est pas condamnable la peur. Et effectivement, il y a une ambiguïté dans le terme islamophobie. Parce que si c'est de la peur, c'est pas du rejet. Ou bien c'est une rejet qui peut paraître légitime. Je suis louphobie, j'ai peur des loups. C'est pas un rejet des loups en tant que tel, je les aime beaucoup quand ils sont en cage. Et mieux quand ils sont dans leur environnement naturel, très très loin d'ici. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que si on se débarrasse de ce suffixe phobie, alors on se débarrasse d'homophobie, de négrophobie, de xénophobie. Parce qu'ils sont construits sur le même suffixe. Ça n'est pas dans le débat. Il n'en est pas question. Ce que je veux dire par là, c'est que le problème n'est pas sémantique, il est autre. Troisième argument, c'est qu'au fond, on ne fait pas la distinction entre le racisme anti-arabe, le racisme anti-musulman, les choses ne sont pas claires. Et c'est vrai. Il faut penser le racial et le religieux ensemble. Mais à l'époque, quand on parlait que de racisme anti-arabe, il y avait une dimension religieuse dont on ne parlait pas non plus, mais qui était présente. C'était présent. Et donc, c'est avec toutes ces limites que l'on a considéré que ce terme-là permettait de désigner un phénomène en tant que tel, et un phénomène qui ne se limite pas à des actes. Parce qu'au fond, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas parler d'islamophobie. Il faut se limiter, il ne faut parler que de racisme anti-musulman. C'est quoi le racisme anti-musulman? Ce sont les discriminations, les agressions, les actes. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? C'est que finalement, si on se limite aux actes commis contre des personnes, qu'est-ce qu'on fait de toutes les images, les paroles qui les légitiment? C'est ça l'enjeu. Si on se limite aux actes, on ne s'intéresse plus à ce qui est légitime. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui participent à la construction de l'islam et de la présence musulmane comme problème, qui vous dit il y a du racisme anti-musulman, il faut s'intéresser, il faut condamner le racisme anti-musulman. Alors, pour conclure sur cette petite et longue introduction, vous dire qu'il est normal que ceux qui ont un problème avec la présence musulmane, qui la considèrent comme illégitime, jugent également illégitime le mot islamophobie. Parce que c'est très compliqué, à la fois dans le même temps, que de dire qu'une population pose problème, et en même temps appeler à la condamnation des actes négatifs qui touchent cette population qui pose problème. C'est-à-dire qu'il y a cet enjeu-là de reconnaissance qui se pose. Alors, nous, on a posé une hypothèse, on n'est pas les seuls, on n'est pas les premiers, mais en tout cas, elle peut paraître forte comme ça, mais je veux dire, on l'assume totalement, c'est que qu'est-ce que révèle quel est l'enjeu central de l'islamophobie? C'est la présence sur le territoire national d'une partie de la population issue de l'immigration postcoloniale pour l'essentiel. C'est ça l'enjeu. Sa légitimité sur le territoire national. Je pense que tu en as parlé tout à l'heure. Et quand je dis la légitimité sur le territoire national, c'est à la fois sur le territoire dans son sens large et sur certains de ses espaces essentiels. Le double enjeu, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui parlent, à l'extrême droite, de remigration, concept camusien qui veut dire expulsion massive. Il y a ceux... j'ai dit quoi? Camusien. Alors, Benjamin, je parle de Renaud Camus, pas Albert Camus, bien sûr, mais il y en a d'autres. Je parle vraiment de Renaud Camus, penseur d'extrême droite. La question du grand remplacement, la solution au grand remplacement, c'est la remigration, c'est-à-dire l'expulsion massive. Bon. Ça, c'est lui, c'est dit ouvertement pour une frange d'extrême droite. Il y a ceux qui en discutent comme ça auprès d'un quotidien italien, et qui ramènent même qui discutent même des hypothèses finalement pratiques, comme Éric Zemmour, qui dit au fond, nous, quand on était en Algérie, personne ne pensait que des centaines de milliers d'Algériens allaient repartir du jour au lendemain. C'était inenvisageable, par avion, par bateau, bref, on ne sait pas. Avec une formule beaucoup plus ambiguë,
en imitant la forme, mais c'est quand même quelque chose qui a fait du bruit, légitimement. Bon, c'est dans l'air du temps. Alors ça, c'est la version hard. Puis vous avez la version moins hard, soft, plus quotidienne, c'est celle d'exclure non pas du territoire national, mais de certains de ces espaces. C'est-à-dire de participer, de construire la mort sociale par l'exclusion légale d'une partie de la population, avant tout les jeunes femmes qui portent un foulard, de toute une série d'espaces sociaux et d'espaces publics qui font la société française. Le collège, le lycée, on parle d'université, la rue, pour une partie celle qui se couvre complètement bizarre, hein, qui montre que leurs yeux. Qu'est-ce qui est en débat là, actuellement? L'université. Qu'est-ce qui est en débat également? Le monde du travail, les crèches, et même chez elles, si elles sont assistantes maternelles agréées. Qu'est-ce que c'est que ça? Si ce n'est par la loi, la construction d'une exclusion massive d'une partie de la population française, à partir d'un droit d'exception. C'est la solution qui a été apportée au problème musulman. Donc on en est là. Je veux dire, la situation, tu l'as dit, elle n'est pas reluisante, elle n'est vraiment pas reluisante. C'est-à-dire que c'est une atteinte aux libertés fondamentales d'une partie de la population, mais ces lois sont susceptibles de toucher toute la population. Et je veux dire que c'est une question de fond. C'est la tradition libérale française, la tradition laïque libérale, celle qui s'est imposée à l'époque, en 1905, celle qu'incarnait Aristide Briand à l'époque, contre Émile Combes par exemple, c'est cette tradition libérale-là qui est en train de disparaître. Pour laisser place, non pas à la laïcité, à ce que des collègues, et je reprends le mot, appellent une néo-laïcité, une nouvelle laïcité. Qui consiste en quoi? Qui consiste en l'extension du principe de neutralité qui se limitait au pouvoir public, à l'autorité publique, à l'État, à ses services et à ses agents, vers des personnes privées, des espaces privés. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Depuis la loi du 15 mars 2004, c'est la loi qui déclenche, et ce qui a été les acteurs qui ont participé au déclenchement de cette loi. La méthode utilisée est réutilisée partout. Partout. Mais avec les mêmes acteurs qu'on voit venir. Et c'est les mêmes acteurs actuellement qui militent pour l'interdiction de l'université. Avec les mêmes méthodes. Si vous voulez les connaître, vous pouvez lire là et dans d'autres ouvrages, mais on les connaît. Et qui bénéficient du drame de Charlie Hebdo, de l'hypercacher ou de la policière municipale abattue à Montrouge, et qui utilisent ces événements dramatiques comme une opportunité politique pour relancer la machine. Au nom de la défense de la liberté. On en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison d'être optimiste. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Quand on veut prendre les choses historiquement, raisonnablement, et de fait, tu l'as dit tout à l'heure, la question des mobilisations, elle est importante, et aujourd'hui, on en est là, et on débat encore sur est-ce qu'il faut participer à une rencontre, à un meeting sur l'islamophobie ou pas? Est-ce qu'il faut utiliser le mot islamophobie ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Je veux dire, si on voulait noyer le poisson, il n'y a pas meilleure méthode. Comment ne pas se mobiliser? En parlant ad vitam aeternam d'un mot qui sera imparfait comme tous les autres mots. Alors, le second point, c'est que je voudrais revenir, moi, non pas aux événements de juillet, non pas à la loi de 2004, non pas à la première affaire du voile en 89, mais à un moment clé pour la période contemporaine, dans la construction du problème musulman en France, parce qu'on pense tout le temps que c'est le 11 septembre qui déclenche. Et puis certains pensent que c'est 89, la première affaire du voile qui déclenche. Non. Pour la période contemporaine, le problème musulman, sous sa forme moderne, sous sa forme actuelle, construit par les élites, émerge au début des années 80. Et plus précisément, il émerge dans deux usines de l'automobile, c'est-à-dire Citroën Aulnay, c'est ça, Talbot-Poissy, au printemps 82. Il y a des mouvements de grève ouvrière, une grève dure qui se met en place à l'époque. Pourquoi ces mouvements de grève? Parce que c'est le tournant de la rigueur. Et ça n'est pas la droite libérale, c'est la gauche du gouvernement. C'est le gouvernement Mauroy qui, à l'époque, décide, parce qu'il n'y a pas de licenciement de masse, de plans sociaux de masse, sans l'autorisation du gouvernement à l'époque. C'est son tournant libéral. C'est le tournant de la rigueur. C'est cette période-là, décide de licencier massivement
dans un certain nombre d'usines. Qui sont les premiers visés par ces mesures? Les OS maghrébins et les OS français, dans un second temps. Qui se mobilise? Les syndicats, principalement la CGT, mais pas seulement, mais également beaucoup d'OS maghrébins se mobilisent, certains pour la première fois, avec des grèves dures, piquets de grève, mais assez classiques. Quelles sont les revendications? Des revendications assez classiques, le maintien des emplois, l'amélioration des conditions de travail, etc. etc. Et puis en bout de fil, vous avez une revendication qui se rajoute, qui est la possibilité d'avoir une salle de prière. Alors pourquoi est-ce que les OS maghrébins demandent cette revendication? Parce que depuis 1976, à Renaud-Biancourt, c'est appliqué avec le soutien du patronat, avec le soutien des syndicats, avec le soutien, sans l'obstacle des élites politiques gouvernantes à l'époque qui sont à droite. Il y a ce modèle Renaud-Biancourt où ça coexiste très très bien, et les autres régimes se disent bah, tiens, c'est le moment peut-être de placer cette revendication. Et puis, deuxième élément louche, quand même, si on le rapporte au contexte actuel, c'est qu'un certain nombre de militants syndicaux utilisent la langue arabe en disant des phrases, je vous l'avoue, qui sont quand même assez dangereuses. Par exemple, Inch'Allah, on va gagner. Tahiyya à la CGT. Voilà. En arabe dans le texte. En arabe dans le texte. Et, dernier élément, pendant les grèves, un petit groupe d'ouvriers se déplace, se met dans un coin et fait sa prière, et revient pour ses mobilisations. Ces trois éléments vont suffire pour qu'un certain nombre d'acteurs manipulent le contexte de l'époque en disant quoi? En disant que finalement ces grèves-là, au fond, ce n'est pas des grèves pour les emplois, et ces ouvriers-là sont manipulés par les intégristes. Donc des ministres de l'époque parlent de grève intégriste. Le ministre de l'Intérieur de l'époque va plus loin en parlant de grève chiite. Ça vous fait rire, sachant que les OS maghrébins sont pour la plupart de milieux ruraux, d'Algérie ou du Maroc, qu'ils sont sunnites, de rite malékite. Merci à l'Irani de me le rajouter. Mais pourquoi est-ce que Gaston Defferre parle de grève chiite, de grève sainte? Parce qu'on est quelques années après la révolution islamique d'Iran, et que ce qui fait le propre de l'islamophobie, c'est cette espèce de dialectique permanente entre le national et l'international. On parle, on construit l'islam de France, en tout cas l'islam imaginaire, l'islam médiatique, l'islam politique, en référence à ce qui se passe aux quatre coins du monde, dit musulmans. C'est quelque chose qui est récurrent et qui fait partie du phénomène. C'est pour cette raison, et c'est un point qui est important, c'est parce que pour les islamophobes, les musulmans sont une chaîne, l'islam est un corps. Et à partir du moment où l'islam est un corps et les musulmans sont une chaîne, du même mouvement, il est légitime de leur demander de se désolidariser de ce qui se passe et de ce qui est fait, des pires horreurs commises au nom de l'islam aux quatre coins du monde. En conférence, on m'a dit vous ne prenez jamais vos distances avec Boko Haram. Quel rapport j'ai avec Boko Haram? D'abord, au nom de quoi vous me liez juste à la... Est-ce que j'ai convoqué une identité musulmane dans ce pays, si ce n'est mon nom et mon faciès? C'est-à-dire que là, il y a un lien entre mon nom et mon faciès, plus l'islam, plus Boko Haram. C'est ça la logique d'amalgame. C'est ça la pensée d'amalgame. Ça vous fait rire. Mais au quotidien, les musulmans du quotidien, quand vous faites des études et vous leur donnez la parole sur les discriminations, ils sont confrontés à ça au quotidien. À des renvois vers l'étranger, à des renvois vers Daesh, à des renvois vers l'État islamique, à des renvois vers l'Arabie Saoudite. Non, mais je veux dire, c'est quand même une manière de penser qui me semble déterminante. Pourquoi est-ce que cette affaire-là est importante? Parce qu'elle est pleine d'enseignements. Le tournant de la rigueur. Le tournant de la rigueur met en avant le fait qu'on ne peut pas comprendre la montée de l'islamophobie si on oublie de la rattacher à la question sociale en France. On ne peut pas comprendre la montée du racisme sans la rattacher à la question sociale en France. Tu parlais tout à l'heure d'Assira, de la question de la demande d'égalité. Et c'est vrai,
C'est-à-dire que ce qui est en jeu aujourd'hui avec la montée de l'islamophobie et sa vivacité, c'est le fait que, contrairement à ce qu'on pense, il y a une classe moyenne qui émerge, il y a des figures qui émergent et qui viennent concurrencer objectivement, qui viennent taper à la porte de cercles sociaux, d'espaces sociaux qui leur étaient auparavant fermés. Et certains l'acceptent au nom de l'égalité, et d'autres sont dans le refus de l'égalité. Et il faut comprendre l'islamophobie comme un des avatars du refus de l'égalité. Ça, c'est un point qui est décisif. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la question, et là, le tournant des années 80 nous fait comprendre, il y a la question de l'utilité économique, dans une pensée utilitariste, l'utilité économique d'une population qui est arrivée, qui avait une fonction bien précise dans un système de production bien précis. C'est pour ça que la question sociale est importante. Hannah Arendt a bien montré, je ne suis pas dans la comparaison anhistorique, par contre, il y a dans le passé des choses qui peuvent nous renseigner sur les mécanismes et les bouillonnements et les réactions d'une société. Hannah Arendt a bien montré qu'au XIXe siècle, une des explications de la montée de l'antisémitisme, c'était aussi la remise en question, dans le développement du capitalisme financier de l'époque, la remise en question de la fonction économique dans le système financier des Juifs d'Europe. Elle le montre très très bien, et elle insiste souvent là-dessus. Donc la question sociale, la question économique est interdépendante avec cette question de l'islamophobie ou d'autres formes de racisme dans d'autres populations à d'autres époques. L'autre point que je voudrais souligner par rapport à l'époque, c'est pour ça qu'on insiste sur les élites. Il n'y a pas que les élites qui participent à la construction de l'islamophobie. On ne s'est pas intéressé, nous, on a fait une sociologie des élites, on ne s'est pas intéressé à l'islamophobie d'en bas ou au milieu. On ne s'est pas intéressé, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais les élites, enfin, quand je dis les élites, c'est une partie de nos élites, bien sûr, portent une responsabilité importante dans la construction de ce problème musulman. Si je reviens au début des 80, on a eu la convergence de quoi? Des élites patronales, des élites politiques, du gouvernement au pouvoir, du monde policier, qui, avec un certain nombre de notes biaisées, faussées, ont été dans le sens. Les travaux d'historiens formidables là-dessus. Et des élites, une partie des élites médiatiques. À l'époque, parmi les caricatures qu'on peut voir dans la presse de masse, on a notamment une voiture qui sort de la chaîne et qui est couverte d'une burqa. On est en 82. C'est pas une femme qui a une burqa, c'est une voiture à l'époque. Qui sort de la chaîne. Donc une partie de la presse, une autre partie de la presse a critiqué, a déconstruit, a fait son boulot, quoi. Mais on a une partie de la presse qui va dans ce sens-là. Et donc on a convergence, là, pour le coup, entre différents champs, les acteurs de différents champs de l'élite. Et ce qui se passe aujourd'hui, il faut appliquer la même grille de lecture, essayer de comprendre dans chaque champ ce qui est en train de se jouer, dans le champ politique, dans le champ académique, etc. Et je vais conclure, pour laisser de la place au débat, sur un point. Ça va, je suis dans les temps. Je voudrais insister sur quelques points. D'abord, rajouter que je vais aller dans le sens de ce qu'a dit Nassira sur la question sur le fait de poser la question sociale. D'une part, la question coloniale et du racisme anti-maghrébin qui s'est construit avec le temps, c'est essentiel. Mais il y a autre chose avec l'islamophobie. Il y a autre chose qui n'est pas forcément liée directement avec la question de la période coloniale, qui n'est pas directement liée à la question d'un racisme anti-arabe, un racisme culturel, biologique classique, c'est que là on a affaire à une forme de rejet qui est basée prioritairement sur l'appartenance religieuse. Et on ne peut pas faire l'économie de la place de la religiosité et de sa place dans la société française. C'est-à-dire qu'au-delà des questions de racisme, ou de racisme de classe, parce que l'islam ça reste la religion du pauvre, dans beaucoup d'esprits, donc c'est aussi, quand on parle de l'islam et de la présence musulmane, on parle aussi des classes populaires, population de milieu modeste, mais au-delà de ça, on a une double tradition en France qui explique finalement, et qui sont vecteurs de ces formes d'islamophobie. C'est d'une part une tradition anticléricale,
Et dans la tradition anticléricale, pour schématiser, vous avez deux courants. Vous avez une partie de la tradition anticléricale qui se focalise sur les institutions et le pouvoir religieux, et qu'on retrouve, et qui ne confond pas anti-cléricalisme et anti-religion, et anti-croyant, qu'on ne retrouve pas si actif, et qu'on ne retrouve pas en point dans la construction de l'islamophobie, qui même, pour certains d'entre eux, la dénoncent. Et vous avez un autre courant anticlérical qui confond les deux, qui n'est pas seulement dans l'anticléricalisme, c'est-à-dire dans l'opposition au pouvoir, aux institutions et à la place que peuvent occuper les pouvoirs religieux dans une société donnée, mais qui est également dans le rejet de la religion en tant que telle, de la croyance, de la pratique, de la religiosité et de sa visibilité. Et ce courant-là est très actif également. Il converge avec d'autres, pour d'autres raisons. Donc vous avez cette forme d'islamophobie-là qui est liée, qui articule une forme de rejet de tout ce qui relève du religieux. Vous avez la tradition assimilationniste française, qui a toujours été vivace, mais qui n'est pas né n'importe où. Ce mot assimilation, et même le mot intégration, sont nés en contexte colonial. Vous avez également l'islamophobie identitaire, plutôt à droite et à l'extrême droite, très fort. Et vous avez cette dernière forme d'islamophobie dont je voulais parler, mais que j'ai oublié. Non, je crois que j'ai fait le tour, en fait. Je crois que j'ai fait le tour, et qui permettent, je veux dire, c'est la combinaison de ces logiques, de ces dynamiques qui sont différentes les unes par rapport aux autres, qu'on ne peut pas mélanger. Je veux dire, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que la défense de la laïcité à l'extrême droite, ce serait une laïcité identitaire. En tout cas, la laïcité comme volet d'identité nationale affirmée, ce dont tu parlais tout à l'heure. On peut avoir une défense de la laïcité, une laïcité laïcarde et anticléricale, le courant dont je vous parle, qui pourra faire jonction, et c'est ça où c'est plutôt inquiétant. C'est-à-dire que d'une part, ça se manifeste sans trop de recul, mais en plus, il y a jonction. C'est pas un hasard si les dernières années, il n'y a pas beaucoup de lois qui ont fait l'unanimité à l'Assemblée nationale. Mais parmi ces lois, vous avez les lois d'interdiction du voile, que ce soit le niqab dans la rue, que ce soit le voile dans les établissements publics, etc. Donc c'est bien ça qu'il faut avoir en tête en termes de dynamique politique et juridique actuellement. Et je pense que l'enjeu de fond, enfin un des enjeux de fond auxquels il faut revenir, c'est un enjeu de liberté. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un enjeu de liberté. Je ne sais pas si vous avez lu le projet de loi sur le renseignement, qui est en discussion actuelle. Il est complètement hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a des aspects très importants dans nos libertés. C'est l'exclusion du pouvoir judiciaire au niveau des atteintes à nos libertés. Sur beaucoup d'aspects. Au nom de quoi? Au nom de la lutte contre le terrorisme. Ce que je veux dire par là, c'est que toute cette rhétorique-là, tous ces enjeux-là, la manière dont sont politisés, utilisés, instrumentalisés ces événements qui sont dramatiques et qu'il faut penser. Il n'est pas question de séparer l'ensemble, il faut penser les choses. Mais ça touche aux libertés des uns et des autres. Vraiment. Et cet enjeu de liberté-là, j'ai le sentiment que dans le débat public actuel, c'est la dernière roue du carrosse, alors que c'est notre avenir immédiat. Je vous remercie.